Merci de prendre le rendez-vous de cette livraison de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. En vitrine de ce 19h30, les nouveaux bacheliers peuvent dès à présent formuler le choix de filière. La plateforme Après mon bac a été ouverte ce lundi. L'annonce a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La vice-présidente du Bénin a échangé avec le ministre gabonais des étrangères et de la coopération chargé de l'intégration et de la diaspora. La rencontre entre les deux personnalités a eu lieu à Yokohama au Japon où s'est tenue la TICAD 9. Plus de précisions dans un instant. Au cœur de l'actualité internationale, le gouvernement britannique ne veut plus laisser de nombreux migrants sans réponse. Ces déclarations interviennent alors que des manifestations ont lieu devant divers hôtels pour migrants au Royaume-Uni. À nouveau bonsoir. La plateforme officielle d'inscription Après mon bac mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est ouverte. Cette plateforme donne aux bacheliers l'occasion de sélectionner leur filière. Elle constitue la porte d'entrée vers l'enseignement public suivant. La plateforme Après mon bac est désormais disponible pour les bacheliers de la session de juin 2025. Les candidats des séries classiques souhaitant poursuivre leur études dans les universités publiques du Bénin peuvent y effectuer leur choix de filière pour l'année académique 2025-2026. L'annonce a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, lors du lancement de la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers à l'université de Parakou, outil central pour la gestion des demandes de bourse et allocations. La plateforme Après mon bac.bj permet aux nouveaux bacheliers de s'inscrire et de sélectionner 3 filières différentes. Les inscriptions sont ouvertes du lundi 25 août et ce pour 10 jours. Pour guider les nouveaux bacheliers vers des filières en adéquation avec leur aptitude et ambition, des séances d'orientation et de sensibilisation sont en cours dans l'ensemble des universités publiques du Bénin. Ces rencontres visent à familiariser les étudiants avec les réalités du monde universitaire, à présenter l'offre de formation disponible et à expliquer la procédure d'inscription en ligne. Pour la rentrée académique 2025-2026, plus de 57 000 néo-bacheliers sont attendus dans les amphithéâtres des universités publiques béninoises. Dans un tout autre registre, à présent, la vice-présidente de la République du Bénin a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Gabon en marge de la TICAD 9 à Yokohama, au Japon. La coopération entre le Bénin et le Gabon était au cœur des échanges dans un contexte de récentes polémiques sur la situation des ressortissants béninois au Gabon. Suivons. Le Gabon, c'est 2,5 millions d'habitants. Le Bénin, c'est 14 millions. La particularité du Gabon, c'est qu'un tiers de la population est non gabonaise. Un tiers. Ce qui fait que cette population a un impact important dans le développement socio-économique de notre pays. Mais on a toujours considéré tout le monde comme Gabonais ou d'adoption ou Gabonais d'origine. Et en la matière, il n'y a aucun problème entre les Béninois au Gabon et les Béninois vivant hors du Gabon. Il y a eu ces derniers jours un incident malheureux. Je m'explique. Depuis le 30 août, nous sommes dans une reconstruction économique de notre pays. On a construit une vingtaine de nouveaux marchés modernes dans le pays, toutes les villes confondues. Et à partir de là, il y a des redistributions de places, les gens se chamaillent. Nous savons ce que c'est, nous sommes dans la même dynamique. Ben voilà, et puis même vous, c'est plus que nous, parce que le Bénin a une dynamique économique et commerciale très forte. Et donc, il y a eu un incident isolé à Lambaréné, qui est l'une des villes carrefour de chez nous. Incident sans violence, ce ne sont que des échanges verbaux, mais qui ont été malheureusement amplifiés, surtout à travers les réseaux sociaux. Maintenant, de l'incident de Lambaréné, certains ont voulu en faire une affaire gabono-béninois, alors qu'au marché, il y a toutes les communautés qui sont représentées.
les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, tout le monde est là. Pourquoi seulement les Béninois? Voilà le débat. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces réalités-là. Il faut gérer la société, il faut gérer les populations, surtout sur le plan économique. Donc on prend des mesures souveraines, mais non discriminatoires. Simplement, on opte pour une préférence nationale. Ce n'est que ça. Et on n'a pas visé une communauté. Donc c'est pour vous dire que je suis totalement d'accord avec vous. Nous n'avons aucun problème avec le Bénin. Il y a des Gabonais qui vont au Bénin, qui sont mariés. C'est vrai qu'ils sont en nombre un peu plus réduit. Et il y a beaucoup de Gabonais installés, de Béninois installés au Gabon depuis de longues années. Des familles entières. Voilà. Et on a même des familles totalement croisées. Donc, ce que nous souhaitons, nous, c'est l'apaisement. Et je puis vous assurer, en retour, rassurer le président, talon des sentiments les meilleurs du président Oligui, rassurer mon frère Bakary, que je rencontre souvent dans les réunions de ce genre, qu'il n'y a aucun problème entre le Gabon et le Bénin. Il faut que nous continuions à travailler dans l'apaisement et rassurer nos communautés. Il y a eu ces derniers temps des événements malheureux. Et nous savons tous qu'à l'ère des réseaux sociaux, même les faits les plus anodins prennent des proportions qui ne plaisent pas souvent. Nous n'allons pas juger les autorités gabonaises. Parce que pour toutes les mesures que vous prenez, nous sommes sûrs que vous avez de bonnes raisons de les prendre. Mais ce qui nous préoccupe, c'est la sécurité et le bien-être des Béninois qui sont là-bas. Nous nous préoccupons d'eux, comme vous aussi. Vous pouvez être préoccupés de la sécurité et du bien-être des Gabonais qui sont chez nous, même s'ils sont en nombre infime. Je viens vers vous, l'aider, leur cas, et vous dire que ce sont vos frères, que vous devez, comme nous, veiller à leur bien-être. Nous avons beaucoup de choses à partager au niveau de nos États, les expériences réciproques. Donc, nous n'avons aucun intérêt à nous opposer actuellement. Maintenant, plus que par le passé, nous devons partager nos expériences. Donc, ne laissons pas ceux qui ne connaissent pas les difficultés de l'exercice du pouvoir nous compliquer la tâche. C'est l'objet de ma rencontre. Protéger nos enfants là-bas, nous protégerons les vôtres chez nous. Parce qu'ils doivent partout se sentir chez eux. Même chez nous, les marchés, c'est la spécialiste, on en a construit beaucoup, toujours pour régler le problème des femmes et des jeunes du chômage. On n'a pas fini d'en construire, hein. On va en construire d'autres, mais on va faire en sorte que chaque population, chaque communauté qui détient une expertise dans un domaine trouve sa place. C'est pour le service aux populations, donc rassurez-vous. Dans le reste de l'actualité, en période de crise, lorsque les tensions atteignent le paroxysme et que les enjeux sont majeurs, le journaliste tient un rôle essentiel. Informer avec justesse sans céder à la désinformation devient un défi de taille. Dans ces situations sensibles, chaque mot pèse, chaque choix a des conséquences. Quel est donc le rôle exact du journaliste dans la gestion de l'information en contexte sensible? Zakiat Latunji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, nous éclaire. La gestion de l'information en période sensible, pour moi, c'est allier la rapidité et la prudence, la vérité et la responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où l'information est attendue de tout le monde, où il faut pouvoir donner la bonne information au bon moment et tout le monde est vraiment assez attentif à ça. Donc, c'est une période assez challengeante pour un professionnel de médias. En termes de gros défis, c'est d'arriver à ne pas participer à la propagande. C'est d'arriver à ne pas participer à la désinformation ou alors devenir un moteur qui vient véhiculer une fausse information ou de la rumeur. Donc, c'est quand même assez délicat pour les acteurs des médias parce que les populations en général attendent d'avoir l'information des organes de presse, des médias qui sont reconnus. En période sensible, il faut faire très attention avec l'information qui sort. Ça peut construire comme ça peut détruire. Donc, il faut faire vraiment très attention. C'est la responsabilité du journaliste. Après, c'est aussi le respect
du code de l'information, du code de la déontologie. On veut bien informer, mais il faut prendre le temps de pouvoir le faire comme cela se doit. J'ai eu un témoignage au cours d'une formation de notre doyen Georges Amelon. Et avec précision, je n'ai plus tout ce qu'il faut dans ma tête, mais je me rappelle quand même que c'était autour du décès ou non du président Nicéphore Soglo, alors qu'il était en France pour raison de santé. Et l'information a été même diffusée sur RFI et il fallait, les Béninois attendaient qu'au moins au niveau de la radio nationale, cette information-là puisse être diffusée. Mais Georges Amelon, qui était dans le temps, je ne sais plus, rédacteur en chef ou directeur de la radio, insistait pour avoir une confirmation, parce qu'il ne voulait pas simplement se limiter à la rumeur qui courait autour du décès ou non du président. Il est donc passé par plusieurs sources pour confirmer cette information ou l'infirmer. Et finalement, il a pu parler, je crois, à son épouse qui était avec lui. Et ils ont apporté la précision, en fait, que le président n'était pas décédé. Donc, moi, je pense qu'il est important de vérifier. Et ça répond même à la chaîne de traitement de l'information. Il y a l'étape de la collecte de l'information, il y a l'étape du recoupement, il y a l'étape du traitement. Donc, il faut faire vraiment attention quand on est un acteur spécialiste de l'information. Et le journaliste, il est formé pour traiter de l'information. Il ne peut pas agir comme un simple individu qui court derrière l'information et qui voit quelque chose tout de suite, prend son smartphone et publie l'information. D'accord, tout le monde est pressé d'avoir l'information, mais il faut que le journaliste, en tout cas quand il a sa casquette de journaliste, travaille à vérifier l'information avant de diffuser l'information. Malheureusement, ça va prendre du temps, contrairement au réseau en général, mais ça vaut la peine, parce que sur les réseaux, après, on peut dédire. On peut se retrouver face à une information qui n'est pas bonne et on corrige. Mais qu'on dise que c'est un média qui a donné une fausse information, ça décrédibilise ce média-là. Et je pense qu'il faut œuvrer pour pouvoir éviter ça. En interactualité, en Guinée, 3 partis politiques dont les 2 principales formations du pays ont été suspendus. Il s'agit de l'UFDG, le RPG, ancien parti au pouvoir d'Alpha Condé, et le PRP. Ces suspensions interviennent alors que la campagne pour le référendum constitutionnel devait s'ouvrir ce dimanche, campagne qui a été finalement reportée au 31 août suivant. La tension monte à l'approche du référendum constitutionnel du 21 septembre prochain en Guinée. Les autorités de transition ont suspendu pour 3 mois 3 des principaux partis d'opposition. Parmi eux, le RPG de l'ex-président Alpha Condé, l'UFDJ de l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo et le PRP de Rafi Ousso. Le ministère de l'administration du territoire justifie cette décision par un non-respect des règles prévues par la charte des partis politiques. Selon le communiqué, ces formations ne se seraient pas conformées aux exigences administratives en vigueur. Mais pour l'opposition, cette suspension est avant tout politique. Elle intervient alors qu'elle prévoyait de manifester dès le 5 septembre contre la tenue du référendum. Pendant ces 90 jours, ces partis ont interdiction d'organiser des rassemblements, de tenir des réunions ou de mener toute forme de propagande. 24 autres formations politiques sont également placées sous réserve et pourraient être sanctionnées à leur tour. Au Kenya, 4 ans après le déclenchement d'un incendie dans la réserve privée de l'Odaiga à cause d'un accident survenu lors d'un entraînement de l'armée britannique qui possède un camp dans la région, le Royaume-Uni a accepté de verser 2,9 millions de livres sterling à 7700 personnes qui ont subi les conséquences du sinistre suivant. Londres a accepté de verser une indemnisation à plus de 7700 Kenyans touchés par un incendie provoqué en 2021 lors d'un exercice militaire dans la réserve naturelle de l'Oldaiga dans la vallée du Rift. Les plaignants affirment avoir perdu des biens et souffert de problèmes de santé à la suite de cet incendie dont l'origine avait été attribuée à un camp d'entraînement de l'armée britannique. L'incident avait déclenché une longue bataille judiciaire.
Un accord à l'amiable a été trouvé. Le Royaume-Uni ne précise pas le montant exact, mais l'avocat des victimes parle d'une indemnisation totale de plus de 2 millions de livres sterling. Il reconnaît que ce règlement représente le meilleur compromis possible compte tenu du manque de preuves après 4 ans. Par contre, certaines victimes jugent les montants insuffisants pour compenser leurs pertes. Beaucoup ne disposaient pas de dossiers médicaux pour appuyer leurs plaintes, notamment concernant les effets de la fumée inhalée pendant l'incendie. Au Soudan, pour la première fois depuis le début de la guerre en avril 2023, le chef de l'armée soudanaise et le premier ministre ont annoncé le début d'une nouvelle période pour le Soudan. Les autorités soudanaises misent sur la reconstruction dans la capitale, mais aussi au nord et au centre du pays pour un retour à la normale alors que la guerre continue à faire rage au Kordofan et au Darfour. Le reportage. Après plus de 2 ans de conflit au Soudan, 2 hauts responsables se sont rendus samedi à Khartoum pour superviser le rétablissement des services de base. Alors que le gouvernement prévoit de revenir dans la capitale d'ici le mois d'octobre, le vice-président du Conseil souverain et le commandant adjoint de l'armée sont arrivés dans la ville pour évaluer la sécurité et rencontrer les chefs militaires. Depuis le début du conflit, le 15 avril 2023, le gouvernement soudanais opère depuis la ville de Port-Soudan sur la mer Rouge. Il a récemment intensifié ses efforts pour reconstruire les infrastructures et rétablir l'électricité, l'eau et les services de santé à Khartoum afin de faciliter son retour. Malik Agar, vice-président du Conseil souverain, a rencontré le gouverneur de l'État de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, pour discuter des préparatifs en vue du retour des civils déplacés. Le gouverneur a informé Agar des progrès réalisés dans le rétablissement des services, déclarant que toutes les stations d'eau étaient désormais opérationnelles et que les routes avaient été dégagées des décombres. En Libye, les électeurs se sont rendus aux urnes ce samedi pour des élections municipales, un scrutin local sous haute tension dans un pays toujours divisé entre 2 autorités rivales. Ce vote pourrait relancer l'espoir d'élections nationales, plusieurs fois reportées depuis la chute de Kadhafi. Suivant. En Libye, des élections municipales ont eu lieu samedi dans cette localité du nord-ouest, sous contrôle du Premier ministre Abdulhamid Bébé. Le scrutin avait été reporté d'une semaine après une attaque contre les locaux de la Haute Commission électorale. Ces votes s'inscrivent dans la 2e phase du processus électoral local, lancé en novembre dernier dans 58 communes. Dans l'ouest, 26 municipalités ont pu voter sans incident majeur, mais dans l'est, les élections sont bloquées. La Haute Commission électorale accuse le gouvernement rival de l'Est, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar, d'avoir empêché l'ouverture des bureaux de vote et d'avoir suspendu sans justification la distribution des cartes d'électeurs. La mission des Nations Unies en Libye a salué un scrutin pacifique dans les zones où il a pu se tenir, appelant les partis à respecter les résultats et à utiliser les voies légales en cas de contestation. Malgré les divisions politiques persistantes, ces élections locales sont perçues comme un pas crucial vers la stabilité et le retour progressif à une gouvernance démocratique en Libye. En Angleterre, des dizaines de manifestations se sont tenues ce week-end devant des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile. Ces rassemblements se tiennent quasiment toutes les semaines depuis le début de l'été 2025 pour réclamer la fin de l'accueil des migrants dans des hôtels aux frais du contribuable. Le gouvernement vient d'annoncer une réforme du traitement des demandes. C'est après moi. Le gouvernement britannique a annoncé dimanche une réforme ambitieuse de son système d'appel en matière d'asile. L'objectif, accélérer les décisions, réduire les délais d'attente et mettre un terme progressif à l'hébergement coûteux des demandeurs d'asile dans des hôtels, alors que le sujet reste au cœur des préoccupations de l'opinion publique. Actuellement, plus de 106 000 dossiers sont en attente dans 51 000 appels, avec des délais dépassant parfois 1 an.
Pour répondre à cette situation jugée inacceptable, un nouvel organisme indépendant composé de juges professionnels pourrait être créé. Il aurait le pouvoir de hiérarchiser les cas les plus urgents, notamment ceux concernant les personnes logées dans des centres onéreux ou les étrangers condamnés en vue d'une expulsion accélérée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.